Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Jeu d'alliance au Niger à 2 semaines du second tour de l'élection présidentielle du 21 février. 2 candidats malheureux du premier tour se rallient à Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, des soutiens de taille et de poids. La demande africaine en matière de riz a considérablement augmenté entre avril et décembre 2020. Les exportations indiennes de riz ont connu une hausse de 80%, principalement à destination de l'Afrique. Comment l'expliquer? Élément de réponse dans cette édition. Et la course à la vaccination mondiale contre la Covid-19 a commencé et l'Algérie a opté pour le vaccin russe Sputnik, un choix notamment motivé par la possibilité d'une fabrication locale qui devrait prendre effet dans quelques semaines. Mais tout d'abord, l'Ougandais Dominique Ongwen a été reconnu coupable ce jeudi par la Cour pénale internationale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Un verdict historique puisque c'est la première fois qu'un enfant soldat est jugé par la CPI. Après 5 ans de procédure, la juridiction internationale a retenu contre cet ancien enfant soldat devenu commandant de l'armée de résistance du Seigneur, 61 des 70 chefs d'accusation. Il a donc été reconnu responsable pénalement des nombreuses exactions commises entre 2002 et 2005 dans le nord de l'Ouganda sous les ordres de Joseph Kony. La CPI a décidé de ne pas suivre le raisonnement de ses avocats qui le présentaient comme un ancien enfant soldat, lui-même victime de l'armée de résistance du Seigneur. Au Niger, le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle, reçoit des soutiens de taille et de poids à 2 semaines du second tour de l'élection présidentielle du 21 février. Les candidats arrivés 3e et 4e au premier tour ont décidé de se rallier à sa cause, un engagement considérable puisqu'il représente à eux deux près de 16% des suffrages. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. 2 soutiens de taille pour le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tarayya, au second tour de la présidentielle. Le Mouvement national pour la société de développement, MNSD Nassara, et le Mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhouria, arrivés respectivement 3e et 4e au premier tour, décident de soutenir Mohamed Bazoum. Désireux de poursuivre sa collaboration avec le PNDS Tarayya dans un esprit désormais fait de loyauté, de confiance mutuelle et d'engagement résolu à promouvoir un développement humain, équitable et accéléré pour nos vaillantes populations, décide d'apporter son soutien à M. Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Tarayya. Le MNSD Nassara et le MPR Jamhouria expliquent leur soutien par l'engagement du candidat Bazoum à accorder une importance de premier ordre aux questions de sécurité, d'équité, d'accès aux services sociaux de base et de la bonne gouvernance, entre autres. Après une analyse objective de la situation et au regard de tous les défis qui se posent actuellement à notre pays, et prenant en compte les résultats des échanges avec les différents leaders de l'échiquier politique national d'une part, et des 2 candidats en lice pour le second tour d'autre part. Le bureau politique national du mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhouria et partis alliés, décide d'apporter leur soutien au candidat Bazoum Mohamed du PNDS Tarayya. Mohamed Bazoum a pu ainsi rallier autour de sa candidature les poids lourds de l'élection présidentielle premier tour. Selon plusieurs observateurs, avec le soutien du MNSD Nassara et du MPR Jamhouria, le candidat Mohamed Bazoum vient de remporter la bataille des alliances. Il ne reste maintenant que la bataille des urnes. Le second tour de la présidentielle aura lieu le 21 février 2021. Il opposera Mohamed Bazoum, dauphin du président sortant, à l'ancien président Mahaman Ousmane du Rassemblement démocratique et républicain RDR Tchendji, qui a également eu le soutien de plusieurs autres candidats à la présidentielle, dont l'ancien chef d'État Salou Chibo.
Les membres du Forum du dialogue politique libyen sont réunis à Genève en Suisse depuis le 1er février. Le but de cette rencontre, qui se tient sous l'égide de l'ONU, est de choisir un futur gouvernement de transition unifié. Une démarche difficile puisque pour l'instant, aucun candidat en lice n'est parvenu à obtenir la majorité souhaitée de 75% pour être élu. Ce vendredi, c'est le Conseil présidentiel qui est voté. Un sujet de la rédaction. L'élection de l'exécutif libyen de transition est en cours. Le premier tour du vote pour choisir un président du Conseil présidentiel et deux vice-présidents s'est tenu mardi 2 février à Genève, en Suisse. Il s'est soldé par un échec puisqu'aucun candidat n'est parvenu à obtenir une majorité de 70% de voix. Les 75 membres du Forum politique libyen réunis depuis le 1er février devront donc procéder à un second tour ce vendredi avec un système de liste incluant les 6 postes à pourvoir. Et pour cela, les participants devront choisir ce jeudi un Premier ministre. Bien que la sélection de l'exécutif unifié par intérim ne soit pas une élection au sens traditionnel du terme, la concurrence ouverte est bonne pour la démocratie. C'est le genre de compétition qui ne peut avoir lieu que lorsque les armes sont silencieuses. En effet, il y a un an, cela n'aurait pas été possible. De nouvelles coalitions ont vu le jour après l'échec du vote de mardi. De nouvelles listes devraient donc être formées ce jeudi en incluant le poste de Premier ministre, tout en respectant l'équilibre régional libyen entre l'Est, l'Ouest et le Sud, un équilibre prôné par les Nations Unies. Ce projet ne concerne pas le partage du pouvoir ou la division du gâteau. Il s'agit plutôt de former un gouvernement temporaire composé de patriotes qui acceptent d'assumer et de partager la responsabilité de placer la souveraineté libyenne et la sécurité, la prospérité et le bien-être du peuple libyen au-dessus des intérêts étroits et loin du spectre de l'ingérence étrangère. L'élection d'un gouvernement de transition est une étape cruciale pour la Libye, pays en proie à la tourmente et divisé entre des administrations rivales depuis la chute du président Mouammar Kadhafi en 2011. Le futur Conseil provisoire de transition aura pour mission de réunifier les institutions et de conduire le pays vers des élections en décembre 2021. Également dans l'actualité, c'est une première en Centrafrique. Un avion de la compagnie aérienne Rwandair s'est posé pour la première fois à Bangui le 3 février. Un vol inaugural qui a transporté à son bord une quarantaine d'hommes d'affaires. Les vols de la compagnie Rwandair effectueront désormais 2 rotations par semaine, Bangui, Douala, Kigali, afin de permettre de désenclaver un peu plus la Centrafrique. Cette nouvelle liaison devrait également permettre de renforcer les liens déjà existants entre le Rwanda et la Centrafrique. Le chemin vers l'autosuffisance en riz est encore long en Afrique. Cette céréale, qui est la deuxième la plus consommée sur le continent, reste encore fortement importée. Les exportations de riz d'Inde vers l'Afrique ont d'ailleurs connu une hausse de 80% entre avril et décembre 2020. Un constat que nous explique Amenej. La période d'avril à décembre 2020 a été marquée par une forte hausse des exportations de riz d'Inde vers l'Afrique, 80,37% évalué à 11,58 millions de tonnes selon le directeur exécutif du All India Rice Exporters Association. Un important flux à destination des premiers clients tels que la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Niger et le Libéria qui en matière de demande affichent une forte concurrence avec celle des pays asiatiques. Premièrement, le riz asiatique arrive ici et il est bon marché. L'intérêt tient donc d'abord de la disponibilité parce que quand vous passez la commande de ce côté-là, vous êtes approvisionné. Deuxième raison, le prix. Ça arrive sur le marché dans un état extrêmement compétitif. On porte le riz de la Malaisie, on parcourt 12 fuseaux horaires et on vient le vendre ici au Cameroun, le kilogramme à 600 francs ou à 400 francs. Contrairement au Cameroun ou bien au Nigeria ou bien dans un autre pays comme la Centrafrique ou la Guinée équatoriale, je n'oublie pas le Gabon, le riz produit localement, il doit vous coûter autour de 800 ou 900 francs. Bien que les volumes d'échanges annuels et les partenaires varient, la dépendance des marchés africains à l'égard des principaux pays exportateurs de riz asiatique s'est renforcée au fil des ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, les espaces cultivés sont d'abord peu étendus. Deuxièmement, les gens intéressés par la culture du riz ne sont pas très nombreux. Alors que du côté de l'Asie, c'est tout le monde qui s'implique dans la culture du riz. Donc vous verrez encore pour le cas du Cameroun ou de la République centrafricaine ou le Congo, des gens cultivaient à la fois le riz, le
macabo, le manioc, la patate. Donc, cette déperdition d'énergie dans le choix d'une spéculation agricole dont on peut facilement faire la promotion ne s'observe pas ici sur le continent. Donc, il suffit qu'ils travaillent là-bas pendant 5 ans seulement. Nous, il faudra travailler 15 ans pour nous bâtir 20 ans pour approcher le niveau de rendement qu'ils peuvent avoir. Le groupe consultatif de la Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique, dans le cadre de sa deuxième phase 2019-2030, s'est engagé à appuyer 32 pays producteurs de riz en Afrique pour l'élaboration de leur stratégie nationale de développement afin de promouvoir la filière rizicole. Main tendue du président burundais à la presse près de 8 mois après sa prise de fonction. Évariste Ndayishimiye a appelé le Conseil national de la communication à rencontrer les acteurs de la presse. Le but, pacifier les relations jusqu'à présent jugées houleuses entre l'État et les médias. Philomène Tiné. Depuis 2015, les relations entre le gouvernement burundais et les médias ont été assez houleuses avec le précédent régime. Mais le nouveau gouvernement a décidé de tendre la main à la presse. À cet effet, le Conseil national de la communication a rencontré le 1er février les représentants des médias internationaux et locaux sous sanction. Je pense qu'il faut analyser ce qui se passe aujourd'hui. Il faut le prendre dans le contexte burundais actuel. En effet, je pense que le président Ndayishimiye est dans une démarche entre guillemets d'ouverture, mais qui pour le moins pose beaucoup de questions. Nous savons que la question de la réouverture des médias qui ont été non seulement détruits mais parfois brûlés complètement au moment du coup d'État de 2015 est une des conditions posées pour que le Burundi sorte des sanctions internationales qu'il connaît, qui sont survenues après le coup d'État et le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Le gouvernement du président Évariste Ndayishimiye promet que tous les différends avec la presse au Burundi survenus dans le passé doivent être résolus. Il a d'ailleurs gracié 4 journalistes du groupe de presse privé burundais Iwachu, emprisonnés pendant 430 jours pour tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Le général Ndayishimiye appelle donc la CNC à rencontrer les médias, mais nous savons qu'il est dans une démarche pour faire alléger ces sanctions, qui sont des sanctions qui touchent l'aide budgétaire directe. Donc sa démarche est à 2 vitesses. Donc la question des médias doit être lue et intégrée dans un problème global. Les médias ont accueilli avec beaucoup d'intérêt tous les progrès qui sont en train d'être faits dans le cadre de la cessation du climat de censure installé par l'administration du précédent président Pierre Nkurunziza. Dans le classement 2020 de la liberté de la presse de RSF, le Burundi a été classé 160e sur 180 pays. L'Algérie a commencé à vacciner sa population contre la Covid-19 avec les premières doses de vaccins arrivées fin janvier. Le choix des autorités algériennes s'est porté sur le vaccin russe Sputnik, un vaccin que l'Algérie compte fabriquer localement dans les prochaines semaines. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. L'Algérie se lance dans la fabrication des vaccins russes Sputnik. C'est lors d'une audience entre le Premier ministre Abdelaziz Djirad et l'ambassadeur de la Fédération de la Russie en Algérie, Igor Believ, le 30 janvier 2021, qu'il a été convenu d'instituer une coopération bilatérale dans le domaine de la fabrication du vaccin anti-Covid-19 russe en Algérie. La production du vaccin contre le coronavirus au niveau de l'Afrique viendra résoudre le problème de doute. Et tout ce que nous vivons ces derniers temps, les fake news, la réticence, la phobie dont les Africains font preuve face au vaccin repose notamment sur le fait que tout vient de l'Occident. Si déjà on parvient à fabriquer les vaccins au niveau de l'Algérie, on est sûr que les Algériens ne vont pas douter de ce qui sort de leur pays, contrôlé par leur gouvernement. Selon les dernières statistiques, l'Algérie affichait 339 cas total cumulés et 2891 décès total cumulés. Avec une demande de vaccins de plus en plus croissante dans le monde et notamment en Afrique, l'Algérie compte en fabriquer suffisamment afin de satisfaire la demande locale. Elle compte également transférer l'excédent de la production vers l'extérieur du pays.
le niveau de production biomédicale algérienne est l'un des plus acceptables sur le continent. Vous vous rappelez bien, en 2017, l'Institut Pasteur d'Algérie, le groupe industriel Saïdal et les laboratoires Sanofi Pasteur avaient déjà posé le jalon d'une activité pareille en lançant la mise sur pied d'un laboratoire mixte de production de vaccins au niveau d'Algérie. Donc ce n'est pas une nouveauté. L'Algérie s'est lancée dans des initiatives pareilles depuis des années, dont il n'y a pas à douter. Notons que le processus de fabrication de vaccins russes contre le coronavirus se concrétisera avec la collaboration entre l'entreprise publique Saïdal et les entreprises algériennes privées qui détiennent l'expérience requise dans la production pharmaceutique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.